Donc fais-moi descendre le soprano à 300 Hz. Vous allez comprendre pourquoi je vous emmerde avec les Hertz. Parce que pour l'instant, vous allez me dire que ça n'a aucun intérêt, c'est de la geekerie. Sauf qu'il y a un petit truc pour lequel c'est intéressant. 300 le soprano en bas. Non, non, là t'es à 1000 à droite. 300 à gauche du soprano. Le rectangle de gauche. Celui qui est en bas. Voilà, là c'est 300 Hz. Tu mets à 300. Ah, d'accord. 250, pardon. Mezzo soprano, 200. Non mais on voit, laisse tomber. Contralto, 175. Jusque-là, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt, mais ça a un intérêt à la fin. Ténor, 130, 125, mettons. Baryton, 100. Et basse, donc j'ai dit 70, c'est légèrement en dessous. C'est 60, 65. Et là, ça a un intérêt. La magie des voix de basse et cette espèce de qualité universelle qu'on trouve à un homme. Alors, déjà, une femme peut pas. Physiologiquement, on est d'accord que les femmes descendent pas dans la moitié du bas, c'est pas possible. La magie, la présence, le truc qui universellement, indépendamment de tout autre facteur, est reconnu quand un homme dans une pièce a une voix basse, et je ne pense pas avoir une voix basse, je pense que je suis juste au-dessus, mais il y a des voix beaucoup plus graves que la mienne, c'est qu'il y a une loi physique qui s'appelle la résonance des 70 Hz. Et que quand vous émettez un son à 70 Hz dans une pièce, à moins d'amortir la pièce à mort avec ce qu'on appelle dans les studios de chant les boîtes d'œufs ou les petits cônes, tu sais, en mousse. Tu sais, les murs, c'est comme dans les studios radio, il y a plein de mousse au mur qui a une forme très particulière. C'est pour atténuer les résonances, donc éviter que le son se réfléchisse d'une paroi sur l'autre. Raison pour laquelle, en général, les studios, on évite de faire des carrés. Parce que plus la pièce est carrée, en fait, plus le son fait un miroir, un peu comme vous, entre deux miroirs. Vous voyez à l'infini. Dans une pièce carrée, le son se réverbère à l'infini sur les parois, et donc ça fait un effet hall de gare. À la gare, quand on fait une annonce de train, vous comprenez rien. Ça fait vous comprenez rien. C'est pas le haut-parleur qui est pas très bon. C'est que enfin, si en général aussi, mais c'est l'acoustique de la pièce qui est pas prévue pour. Donc la pièce carrée a un problème que l'on peut éventuellement atténuer, mais quasiment toutes les pièces ont une caractéristique physique, on ne va pas démontrer, on s'en fout, c'est pas le but, qui est la résonance des 70 Hz. C'est-à-dire qu'une gamme vocale qui arrive à descendre à 70, sa présence, son volume augmente. C'est ce qu'on appelle la bosse. Et sur toutes les égalisations d'ingénieurs du son, on baisse le 70 Hz. Parce que si on le laisse à niveau, dans la plupart des pièces non traitées, vous en avez trop en fait. Et donc les voix de basse, je suis allé voir un groupe qui s'appelle Naturally Seven. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas du tout nasal comme ça en vrai. La rythmique, c'est à la voix, il n'y a pas l'instrument.
Donc voilà, ça c'était juste pour. Il y a un son dans la rythmique, mais comment il fait en fait Il fait que ça bouge. Ils sont 7, hein. Donc t'as un batteur, un faux batteur. Ouais, mais celui qui fait le batteur, justement. Il fait psh, comme ça, psh. Et donc je vais voir l'ingénieur du son à la fin et j'étais convaincu que le mec qui fait la basse, qui a une voix mais deux ou trois fois plus grave que moi, que c'était pump it up au potentiomètre quoi. Et le mec me dit non, il me montre en plus, il dit non seulement je rajoute pas de grave dans sa voix, mais en plus j'enlève à 70 Hz. Donc pour des raisons physiques inintéressantes et chiantes, il faut savoir qu'une pièce, quasiment toutes les pièces dans lesquelles on se trouve ont une résonance à 70 Hz. Que les voix les plus graves arrivent à la choper, parce que je ne sais pas si j'en fais partie, je pense que je suis entre basse et baryton, descendent à 60, et donc là, cette espèce de côté, la présence, en fait c'est ça, ce qui fait que les gens, tout à coup ça fait camper, c'est un phénomène de résonance. Vous les mettez, entre guillemets, dehors, ça sera quand même une belle voix, mais cette sensation immédiate d'envoûtement, c'est un peu fort, mais ce côté berçant, cette résonance qui vient et qui vous prend, c'est pas que la voix, c'est la pièce également. Ça, c'est des petites notions de physique qu'il faut avoir. Donc, c'est inatteignable pour des tessitures comme ténor, comme alto, comme mezzo-soprano et comme soprano. Mais dites-vous également que quoi que vous soyez, il y a un moyen très facile, et là, c'est vraiment des trucs de geek du son que je vous donne, d'avoir une voix plus grave. C'est, comment ça s'appelle ? 1, près du micro, 2, les pièces petites, et 3, près d'une paroi. Chaque fois que vous rapprochez un son d'une paroi, le volume de grave double. Face à la paroi. Non, peu importe. Dans un coin de pièce, t'as pas la même voix qu'au milieu. D'ailleurs, c'était l'exercice suivant. Vas-y. Donc tu fais évidemment exprès de dire la même chose avec le même volume et exactement le même timbre. Tu le dis dans le coin là-bas, puis au milieu. Alors, ça sera peut-être pas extrêmement parlant parce que la pièce est petite, enfin relativement petite. Dans une pièce plus grande, évidemment, le milieu serait beaucoup plus loin des murs. Donc ça serait plus frappant. Tiens, je te laisse le faire. Dans le coin. Non, vraiment dans le coin. Dans le coin, et je regarde le coin. Pour l'exemple, évidemment, je ne vous dis pas de vous mettre toujours dans les coins des pièces, mais pour l'exemple, évidemment, plus tu te mets dans le coin, plus c'est frappant. Donc colle-toi au coin. Alors là, je ne vois plus rien, je suis caché derrière le tableau. Vous entendez les rames de sa voix ? C'est impressionnant. Et ben, tous les disques, tous les trucs que vous entendez, c'est des trucs d'ingé de son de base. Mets-toi au milieu maintenant. Donc là, je ne vois plus rien, je suis caché derrière le tableau. Retourne dans le C'est coin. faux. Là, je ne vois plus rien, je suis caché derrière le tableau. Vous saviez pas ça ? Donc là, moi je dirais, je suis pas musicien, mais je dirais a priori que Thomas il est là, non ? Clémence ? Baryton. Je sais pas, j'avoue que j'hésite. Moi je l'aurais mis plutôt là. Non seulement spontanément, mais également parce que j'ai mes petits rappels de geek du son. La bosse des coins de pièce, c'est-à-dire cette espèce de façon de tricher, c'est pas 70, c'est 130. Donc ce qui veut dire que si ça marche avec Thomas, c'est qu'il descend au moins là. Donc petite pièce et proximité des parois. Donc là, tu as combien de parois là autour de toi ? On va dire 2, mais en fait, ça fait un angle un peu. Ça resserre. T'en as 3, t'as les 2 murs et le sol. Sauf que le sol, tu l'as aussi ici. Ah non, il y en a un qui a le plafond. Mais tu l'as aussi ici, le plafond. Donc t'as combien de parois qui diffèrent ? Bah, 1, 2, et puis. Non, mais là, t'en as qui diffèrent entre là et là. Il y en a 2. Ok, donc t'as x2 x2 égale x4. T'as 4 fois plus de grave dans ta voix là-bas que là. D'accord. Chaque fois que vous rajoutez une paroi, vous doublez le volume de grave.
Donc en gros, vous voulez faire saliver une fille au téléphone, petite pièce, et vous parlez dans le coin. C'est pour ça qu'on adore chanter sous sa douche, en fait. Ah bah Parce oui, que ça... c'est Ophélie Winter qui avait enregistré dans sa salle de bain, tu sais, là où elle avait cartonné, là, Dieu m'a donné la foi, etc. La légende, enfin la petite histoire, je sais pas si c'était vrai ou pas, disait que c'était fait dans la salle de bain. Et c'est pour ça que ça lui faisait ouin ouin ouin. Mais par contre, ça donnait une assise à sa voix. C'est sans doute pipeau pour lancer le truc, mais n'empêche que douche, salle de bain, tout ce qui est petite pièce, déjà on gagne en présence et en plus dans le coin, voilà. Pour vos dates, choisissez les places dans un coin. Donc pour faire mouiller une fille au téléphone, vu que c'est pas visible là où vous êtes, c'est petite pièce complètement dans un coin, pas trop petite non plus parce qu'après ça s'entend, voilà, mais une pièce de 8, 9, 10, 12 mètres carrés maximum et assis par terre dans un coin. Parce que assis par terre, vous avez trois parois, vous avez 2 murs et le sol. Et là, donc, vous avez x2, x2, x2 égale x8 en grave. Ah ben, on est un geek du son, on l'est pas. Hein. Et encore, là, je me modère. C'est-à-dire que je pourrais aller bien plus loin dans la geekerie sonore. Là, croyez-moi, je me modère. Vous voulez un petit truc de geek de son qui vous apportera rien, mais qui est rigolo ou pas? Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est que les harmoniques? C'est les multiples. C'est toutes les petites fréquences qui s'ajoutent sur les... Ouais, alors ça c'est la réponse un peu geek, mais est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui... On la voit vivre un peu comme ça. C'est quoi les... Voix ou pas voix? Genre je fais ça. C'est quoi les harmoniques? Alors, je suis pas très sûr, mais si tu as un son à 50 Hz, tu as une partie de ce son qui revient à 100 Hz, puis à 150, puis à 200. Tous les multiples, en fait. Une image, une métaphore, quelque chose qui fasse pas geek. La pierre dans l'eau. Une pierre dans l'eau, ça fait plouf, et après ça fait des ronds. Et ces ronds, ils s'écartent. Ça, c'est les harmoniques. L'eau est un fluide, l'air est un fluide pareil, sauf qu'il mouille pas, mais c'est la même chose. Quand je fais p, il y a des petits ronds d'air invisibles qui s'écartent. Ça, c'est les harmoniques. Ce qui se manifeste, ce qui se dessine comme ça, si on veut faire le geek, cette quantité d'harmoniques, elle se mesure. Il faut jeter une grosse pierre dans l'eau. Et après, on fait un graphe, on branche un oscilloscope, et ça fait comme ça. Donc ça fait l'harmonique principale, la première, la seconde, la troisième, la quatrième, etc. C'est une sorte de résonance, non? Ça s'appelle les harmoniques. Et plus le résultat qu'on obtient à la sortie d'un truc, que ce soit un gramophone, un téléphone, un micro, une enceinte, un haut-parleur, un tuyau, un pot de yaourt, un fil à n'importe quoi, est différent des harmoniques initiales, plus on dit qu'on a de la distorsion. Et donc pendant très longtemps, on a cru qu'il fallait minimiser la distorsion et donc arriver à avoir en sortie exactement le même dessin qu'en entrée. Et après, on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Et on s'est rendu compte que quand on avait des appareils qui arrivaient à ressortir exactement la même courbe, ou presque, enfin exactement, encore une fois, c'est une loi tangentielle, c'est pas possible, mais quasiment, en fait, c'était chiant comme son. Il n'y avait pas d'émotion. C'est-à-dire que le son était techniquement parfait, mais qu'il n'y avait aucune émotion. On perdait totalement l'émotion de la voix de la chanteuse ou du chanteur. Et on s'est rendu compte que les appareils, les instruments qui reproduisaient, qui transmettaient l'émotion, qu'on avait un plaisir à écouter, étaient totalement imparfaits sur le plan des harmoniques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'émotion passait par les harmoniques paires. C'est quoi la différence entre les paires et les impaires? Là, on rentre dans de la surgeekerie. Mais ce que je veux te dire, c'est que le paradoxe, c'est que ce qui transmet le mieux la voix n'est pas ce qui lui est le plus fidèle. Et que tous les instruments, câbles, appareils les plus fidèles, ceux où on se dit à la fin, j'ai pris plaisir à l'écouter et j'ai vraiment eu l'impression de sentir le vibrato, etc., sont pas les plus fidèles, ne reproduisent pas la réalité et ils font trop d'harmoniques paires et pas assez d'impairs.
Bizarre, hein. Ça sert à rien pour aujourd'hui, mais moi je trouve ça intéressant. Donc souvenez-vous, les harmoniques, c'est la pierre dans l'eau. C'est pas le plouf de base, c'est les toutes petites ondulations qui s'écartent après. Et bien imaginez que si on reproduit exactement ces ondulations, vous ressentez moins la pierre que si vous vous concentrez uniquement sur la 2, la 4 et la 6 et la 8, etc. La technique, donc une des techniques, rappelez-vous qu'un non-chanteur et non-professionnel comme moi peut vous transmettre sur la base de sa geekerie sonore, c'est que pour capter l'attention, on baisse systématiquement au moins d'un octave si on peut. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un octave, mais on baisse de tessiture, de hauteur. Je l'ai utilisé plein de fois en séminaire et c'est une vieille technique de filou dans tous les films. Les moments d'intensité dramatique, il y a toujours un son grave derrière. J'ai pas téléchargé des extraits de films, mais à la déclaration la plus importante, au moment dramatique, écoutez la prochaine fois la bande-son, il y a toujours un son grave. Qui veut gagner des millions. Et ce son grave est toujours dans une fréquence entre 70 et 130 Hz. De la même façon que quand on veut de la, entre guillemets, créer de la fausse émotion en cinéma, il y a deux moyens techniques. C'est un, zoomer sur les yeux. Parfois très légèrement, ça se voit très peu, mais on est rarement en plan fixe. On zoome un tout petit peu pour que le visage apparaisse un tout petit peu plus près. Et la bande son derrière est sur des fréquences qui sont beaucoup plus dans le registre du féminin. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur des pianos, sur des cordes, sur des instruments par là, quand c'est dans le registre de l'émotion. Vous remarquerez, tous les films, c'est comme ça. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est de regarder des films qui sont des caricatures, comme par exemple Les Cadets Olivier, ou tout film qui est ou les OSS 117, tout film qui est une caricature d'un certain type de film, joue sur ces codes, mais les casse au milieu. Par exemple, la nana va attendre que le type lui dise qu'il l'aime, on aura le début de la note de piano typique, et puis à un moment, ça va couper, ça va faire... Et le film et le réalisateur l'enlève. Et on se rend compte du ridicule de la situation. Et puis au lieu de zoomer, il dézoome. Et on voit qu'en fait, derrière elle, il y a deux ours. Donc, je continue, puisqu'en théorie, on va déjeuner dans 10 minutes. Le timbre. Donc, on a parlé de bande passante, on a parlé de tessiture, on a parlé de techniques de geek pour asseoir un peu sa voix dans le grave sans rien changer à sa façon de parler. On va parler maintenant de timbre. Qu'est-ce que le timbre? Et d'ailleurs, Cochet a une bonne définition du timbre, je trouve. Une identité vocale. Hop là, une signature, ouais, c'est vrai. Et je dirais que c'est une identité vocale qui nous caractérise, Tout à fait. qui nous distingue effectivement de quiconque. Tout à fait. Passe à ton ou tes voisins s'ils ont des précisions supplémentaires. Non. Bon, merci à tous. Ce qui est génial avec le timbre, c'est qu'on peut connaître, on peut penser, on peut avoir très précisément à l'idée le timbre de quelqu'un alors que la personne est parfaitement silencieuse. L'exemple de notre professeur de théâtre commun à Clémence et moi, M. Cochet, c'est la sonnette de la porte. On n'a pas encore appuyé, mais si c'est quelqu'un qu'on connaît ou chez qui on va fréquemment, on sait le son de la sonnette. Donc ce timbre, il existe, mais on n'a pas encore appuyé. Il n'existe pas parce qu'on n'a pas appuyé, mais on sait quel son ça va faire. Ding, dong. Et donc, il existe sans exister. C'est bon? Le timbre, c'est également la crainte d'appeler quelqu'un. Ne me dites pas que vous avez jamais eu la trouille d'appeler quelqu'un au téléphone. Vous n'êtes jamais resté là en disant oh, faut que je l'appelle, je le ferai tout à l'heure, je le ferai demain, faut que je l'appelle, je vais le ou la déranger. C'est parce qu'on se rappelle sa voix en fait. Le timbre, c'est la projection, c'est la crainte, c'est une inflexion de voix que l'on devine accueillante ou peu accueillante, pressée ou pas pressée, bienveillante ou pas bienveillante, occupée ou pas occupée, etc., etc., etc.
La dynamique, le timbre, c'est extrêmement difficile de le modifier. Là, on peut le rendre plus cajoleur, on peut le rendre plus rond, mais ça, c'est quasiment une donnée de la nature. Je ne vais pas devenir, même si vous me coupez les coucougnettes, je ne sais pas si je vais devenir soprano, mezzo-soprano. Et une femme, même qui a du H, va pas avoir une voix de basse ou de baryton. En revanche, ce qu'on peut travailler très facilement, et que notre merveilleux Fabrice fait admirablement bien, Lucchini a un timbre de merde. Il n'a pas un très beau timbre de voix, il est un peu dans les nasales, il n'a pas un timbre de voix très sexué. Par contre, il compense avec autre chose, qui s'appelle la dynamique. La dynamique, les écarts dynamiques, c'est le plus facile à réaliser. C'est l'écart entre les moments calmes et les moments de grande intensité. Et alors ça, c'est le roi. Pour passer en 30 secondes sur un plateau, de murmurer à crier. Alors maintenant, comme il le maîtrise tellement bien, ça devient caricatural et puis ça devient un peu trop facile et ça ressort un peu à chaque fois et c'est un peu agaçant. Mais la dynamique, vous pouvez jouer le timbre, c'est donné. Le timbre, ça y est, c'est fait. Les jeux sont faits. On ne pourrait pas y faire grand-chose. La dynamique, donc les gens qui se plaignent d'avoir un timbre, enfin une voix ou un timbre monocorde, vous savez qu'ici on ne vend pas du vent, on vend la réalité. La recette contre pour se créer une palette de timbres qu'on n'a pas eu à la naissance, elle n'existe pas, quoi. C'est du bipo. En revanche, la dynamique, ça c'est en votre contrôle. La dynamique, c'est l'écart entre le murmure et le cri. Entre les fortissimos et les pianissimos. Et la dynamique, ce qui est intéressant, c'est pas... Alors là, il y a toujours quelqu'un qui va me dire oui, donc ça veut dire que je dois murmurer et crier derrière. Non, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est pas de murmurer et de crier, c'est de réaccentuer. La réaccentuation, comme dit notre monsieur Cochet, c'est de recréer de la dynamique qui a un sens, qui n'est pas une dynamique de se mettre à crier tout à coup comme ça. C'est une dynamique qui permet de souligner et de faire comprendre ce qu'on a envie de faire comprendre. Donc j'ai deux exemples de création de dynamique qui ne sont pas du tout artificielles, mais qui sont au contraire aptes à modifier le sens d'une phrase, un en anglais, un en français. Vous avez déjà entendu en anglais cette façon de dire merci où l'un des deux dit thank you et l'autre répond no, thank you. Thank you voulant dire merci, mais thank you, c'est je te remercie toi. En français, on va dire merci, non, merci à toi. On va rajouter un mot. On ne peut pas réaccentuer le mer ou le si. On ne va pas dire merci. On va dire merci à... Non, c'est moi qui te remercie. En anglais, ce qui est drôle, c'est que réaccentuer, donc créer de la dynamique. Donc je vous le fais à plat sans dynamique. Thank you, à plat. Thank you. Change de sens. Ça, c'est la dynamique. Le timbre, vous l'avez... Bon, on peut jouer avec, on peut le délier, mais fondamentalement, on ne peut pas le changer. La dynamique, on peut la changer. Donc les gens qui ont la voix monocorde, il y a le timbre de base qui est le fruit de votre maman et de votre papa, mais il y a la dynamique. Et la dynamique, c'est pas oh là là, il me dit de hurler, j'ai pas envie de hurler, je suis pas Lucchini. C'est pas ça. C'est la microdynamique. La microdynamique, c'est les écarts sur des mots, des demi-mots ou des dixièmes de mots qui vont permettre de je le fais là, c'est artificiel, c'est ridicule, accentuer et de donner l'inflexion la plus proche du message que vous voulez faire passer. Donc j'ai un exemple en français d'un acteur qui malheureusement a sa carrière derrière lui, et puis quelle mauvaise carrière au cinéma où quasiment tout est nul, mais par contre qui est exceptionnel au théâtre, et je me suis jamais autant, à part avec Cochet, fendu les côtes qu'en voyant Galabru au théâtre. Vous avez tous vu les ch'tis. Vous vous souvenez quand il réaccentue le mot nord? C'est le nord. Mais c'est ça une réaccentuation. Et c'est comment la vie là-bas tous les jours, je veux dire, c'est tout tranquille, non? Pur.
restes couché, t'as foutu le moins 40, tu vois? Moins 40, c'est le Nord. La phrase c'est le Nord, c'est apostrophe EST le Nord, elle a aucun potentiel comique. Il n'y a rien de drôle. À la limite, moins 20, moins 30, moins 40, c'est drôle. Mais c'est le Nord. Il n'y a rien de drôle. Or, on a tous souri. C'est la dynamique que Chaperel la réaccentuation, c'est la micro-dynamique qui lui a fait réaccentuer le mot Nord. Et l'allonger aussi, ça c'est autre chose. C'est le Nord. Ça, vous pouvez le changer. Ça, c'est facile. Réduire la distance, on l'a dit. Blabla. Donc, un petit exercice pour réduire la distance. Tout le monde a parlé aujourd'hui. Tout le monde connaît le timbre de tout le monde. Vous connaissez le timbre de Clémence, vous connaissez le timbre de Thomas B. D'accord ? Maintenant, chacun parle à l'oreille de l'autre. Donc, vas-y, dis une phrase haute voix dans le micro et répète-la en rapprochant le micro dans l'oreille de François T. Ok, donc je vais dire une phrase dans son oreille. Je vais dire une phrase dans ton oreille. Non. Ah non. Ah ouais. Donc voilà, phrase test. Phrase test. Bon, on va pas le faire, vous avez compris. Donc rapprochez le micro, rapprochez l'oreille. Articulation, donc pensez à ce qu'il faut qu'on comprenne et accentuer. Ce qui fait le son, donc l'instrument, l'accordeur, le musicien et la salle. Alors, partie 3, donc juste quand on doit avoir fini, formidable. La voix de son physique, le physique de ses actions et les actions de ses paroles. Oui, j'avais menti sur le titre parce que j'avais eu peur que vous ayez peur. Donc, la voix de son physique, le physique de ses actions et les actions de ses paroles. Donc, on commence par les paroles. On n'a pas parlé des accents, enfin si, on en a parlé involontairement tout à l'heure avec William et ses 4 ou 6 langues. Je pense que, à défaut de pouvoir maîtriser son timbre, qui est un petit peu votre obsession, je veux une voix avec plus de cordes, entre guillemets, une palette de timbres plus large, je veux une voix plus grave, etc. Donc on a dit, on bosse sa dynamique, c'est-à-dire sa capacité à réaccentuer les bonnes syllabes au bon moment, et on peut également, on l'oublie beaucoup, travailler son accent. Et l'accent est à tort considéré comme une espèce de legs de son lieu d'origine. C'est absolument faux. Je suis né et j'ai grandi dans le sud, j'ai pas du tout l'accent du sud, j'habite à Paris depuis 15 ans, j'ai pas l'accent parisien non plus. C'est-à-dire que quand je descends, enfin on dit descendre, oui, si vous voulez, bon, quand je me rends à Nice, je suis pas immédiatement identifié comme parisien et vice-versa. Et j'ai toujours dit et j'ai toujours cru, contrairement à ma mère, qui est auvergnate, qui est arrivée à Nice avec l'accent auvergnat, qui maintenant a des restes d'accent auvergnat doublés d'un accent niçois. Et qui m'explique, avec une logique très F, que c'est comme ça, c'est naturel. Bah non, c'est ni comme ça, ni naturel. La preuve est que je suis ton fils et j'ai passé 20 ans dans le sud sans avoir l'accent du sud et 15 à Paris sans avoir l'accent de Paris. Donc, l'accent est totalement inné, acquis et pas du tout inné. Arrêtons avec ces âneries-là. D'ailleurs, s'il fallait une preuve pour s'en convaincre, un bébé n'a pas d'accent. Il fait des bruits, il fait des sons. Un bébé n'a pas d'accent. Donc voilà, toujours par rapport au téléphone, qui est pour moi vraiment le meilleur médium de la voix, et qui est extrêmement paradoxal parce que c'est le plus restrictif sur un point de vue bande passante, et pourtant il y a tellement d'émotions qui passent au téléphone. Je suis absolument personnellement charmé, et ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps, je suis charmé par un truc qui se produit très rarement, ce sont les gens qui savent bien et élégamment se présenter au téléphone. C'est totalement subjectif, mais je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense, apprenez à vous présenter au téléphone, ça fait des merveilles et des miracles. Quand on me sollicite et que les gens disent soit que leur nom ou que leur prénom, ou ne rappellent pas les circonstances dans lesquelles on se connaît, ou pensent que parce qu'on s'est vu 3 fois, non, partez du principe que quand vous appelez quelqu'un,
vous ne savez pas si votre numéro figure dans son... Tu veux bien aller fermer la deuxième porte, Clément, s'il te plaît? Il y a un sas de 2 portes, en fait. Tu ne sais pas si vous ne savez pas si votre numéro... bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, partez du principe que le nom, le prénom, la circonstance dans lesquelles vous vous êtes rencontrés, le but de votre appel, ces 4 éléments-là. Donc là, je dis 4 et je fais ça. Non, mais c'est n'importe quoi aujourd'hui. J'ai vraiment un problème de synchronisation des membres. Ces 4 éléments-là, arriver à les laisser couler de façon articulée, compréhensible et pas forcée, c'est rarissime. Et quand ça arrive, je suis absolument charmé. Je le sais parce que récemment, j'ai passé une annonce pour vendre des trucs, et donc j'ai eu plein d'appels différents. Il y a une personne sur les 6 ou 7 qui s'est présentée avec son nom, son prénom, où est-ce qu'il avait vu l'annonce, etc. Et c'était absolument charmant. Et j'avais envie de faire affaire avec lui tout de suite. Donc, les actions. Nous sommes... donc les actions, la première action que vous puissiez... Enfin, la première action, c'est pas la première, mais dans ce chapitre action, celle que vous pouvez tout de suite prendre, c'est celle d'apprendre l'allonge. En boxe, le premier truc que vous remarquez, c'est que tout le monde n'a pas la même longueur de bras, et que si vous avez des bras plus longs, faut vous en servir pour éviter de vous faire toucher, et puis si vous avez des bras plus courts, c'est pas de chance, il faut quand même essayer de vous en servir. L'allonge, autant les bras, ça s'allonge pas, autant la voix, ça peut s'allonger. Donc, de la même façon que les gens qui sont jamais en retard raisonnent à l'envers, c'est-à-dire se disent pour arriver à midi dans un endroit, à quelle heure je dois partir de chez moi, eh ben la longe, c'est pas avec la voix, c'est pareil. Pour me faire entendre de Cédric, de William et de Luc à cette distance-là, qu'est-ce que moi je dois mettre comme volume? Le 80 dB qui me suffirait pour simplement faire mon petit enregistrement dans ma chambre ne suffit pas. Parce que William, Luc et Cédric sont trop loin. Et donc je pense à eux et à me faire entendre. Et donc je travaille mon allonge. Juste pour être compréhensible. Juste pour comprendre, l'allonge, en fait, c'est pas que le volume. L'allonge, c'est si j'étais moi-même à la place de Cédric, Luc ou machin, est-ce que je m'entendrais? Si la réponse est non, je parle plus fort. D'accord. Ça a l'air con. 3 fois sur 4, c'est pas le cas. Alors, on va quasiment finir avec cette petite histoire-là. Je suis assez frappé par une espèce de mouvement généralisé que je croyais particulier à la France, mais dont j'ai appris qu'il n'était pas du tout particulier à la France et qu'il était vraiment global en Occident, à faire taire des voix. Parce que j'ai appris que mon présentateur de télé préféré, qui est Jeremy Clarkson, était sur le point de se faire virer de la BBC. Ouais. Et surtout, j'ai appris en creusant un peu les raisons pour lesquelles il était sur le point de se faire virer. Et c'est pour plein de petites blagues absolument hilarantes et prétendues racistes. Et c'est d'une stupidité telle que si on met ce phénomène-là en parallèle d'autres qui se passent plus près de chez nous, il y a vraiment une volonté globale du système de faire taire les voix intérieures. Or, la voix intérieure, c'est la liberté de penser, c'est l'humour, c'est la survie, c'est l'intelligence, c'est tout. Donc, au-delà de ce que Clémence vous dira après le déjeuner sur l'aspect technique de la voix, je ne peux pas résister à l'envie de vous dire de vous exprimer et d'exprimer un certain nombre de, je ne parle pas de politique, mais de désaccords au quotidien ou de... Voilà. Il y en a un sur lequel je reviens tout le temps et sur lequel je trouve les Français très lâches. Je trouve que les Français, ce que les Italiens n'ont pas, les Français n'osent jamais dire quand c'est trop cher. C'est un détail. C'est factuel, on est dans un pays où avoir ce type de réaction, on passe un peu pour un plouc ou un fauché, on envoie une espèce de signal social très dévalorisant. Je ne le pense pas du tout et je pense qu'on devrait apprendre à dire quand c'est trop cher et apprendre à le faire remarquer, puisqu'on est dans une position un peu plaintive sous le temps par rapport au fait que tout est trop cher et on ne s'en plaint jamais. Donc quand on me sert un mauvais café et qu'on me demande 3 €, je dis que c'est trop cher. Ce
qui m'empêche pas d'être obligé de le payer si je l'ai commandé, mais je le dis. J'ai aidé une amie américaine il n'y a pas longtemps, enfin ma voisine, à passer commande chez le traiteur. Il l'a absolument arnaqué en lui demandant une somme incroyable pour 2 plats de lasagne, etc. Je lui ai dit, vous allez me dire on s'en fout de tes lasagnes et ça n'a rien à voir avec la voix. Pas sûr. Je pense qu'il y a un certain nombre de voix de désaccord, de voix dissidentes, de voix d'humeur et d'humour qui ne doivent pas se taire au nom d'un espèce d'égalitarisme abstrait. Et pour reprendre l'exemple de Jeremy Clarkson, qui est un présentateur de la BBC, son humour qui est absolument irrésistible et où je me suis pété des barres de rire, c'est en gros se moquer gentiment, mais avec une espèce d'immense ironie et finalement de grande gentillesse des différences entre les pays. Bon, c'est quelqu'un qui a voyagé partout et il a fait une blague sur les Indiens, une sur... c'est vraiment à mourir de rire, mais au nom de cette espèce d'égalitarisme abstrait et de crainte totalement irrationnelle du racisme, on en arrive à vraiment à mettre sous cloche, sous une espèce d'auto-cuiseur, comme ça, toutes les voix intérieures et toutes les voix dissidentes, et je me dis que c'est foncièrement lié, c'est-à-dire que s'autoriser à pouvoir faire entendre sa voix intérieure n'est absolument pas décorrélé de ce que va nous dire Clémence tout à l'heure sur la respiration, des jeux qu'on va faire ensemble, des exercices qu'on va faire ensemble. Vous ne pouvez pas sonner plein et sonner juste en étouffant un certain nombre de messages au nom d'un égalitarisme abstrait. Voilà. Comprenne qui pourra.